Avez-vous déjà lu Kierkegaard pendant 40 minutes, Paul B. à 1 heure de votre partiel? Parfait. Au moment où, dans mon intérêt personnel, je décide de mettre au net la copie exacte de celle que, le cœur battant, j'ai réussi autrefois à me procurer en la griffonnant à grands traits. Je ne peux me dissimuler qu'une angoisse difficile à maîtriser maintenant. La situation se présente à mon esprit pleine d'inquiétude et d'autrefois, comme rempli de reproches, contrairement à son habitude, il n'avait pas fermé son secrétaire. Et tout ce qu'il y avait dedans était ainsi à ma merci. Mais il ne servirait à rien de vouloir embellir ma conduite en me rappelant que je n'ai ouvert aucun tiroir. L'un d'eux était déjà tiré. Il s'y trouvait une quantité de feuilles éparses et au-dessus d'eux, un grand encarto joliment relié. Sur la couverture était collée une lunette blanche sur laquelle apparemment il y avait noté Commentarius Perpetuus numéro 4. Cependant, c'est en vain que je voulais me faire croire que si ce côté du livre n'avait pas été orné, et si ce titre bizarre ne m'avait pas tenté, je n'aurais pas succombé à la tentation, ou que tout au moins, je n'y aurais résisté. Le titre lui-même était étrange, battant lui-même que par ce qui l'entourait. J'ai appris en jetant un regard vif sur les feuillets épars qui contenaient des conceptions de situations érotiques. Quelques conseils sur ceci ou cela, des projets de lettres sur une espèce de particulière, dont je peux plus tard appréhender le style et voulu et artistiquement voulu. Lorsqu'aujourd'hui, après avoir pénétré la conscience artificieuse de cet homme pervers, j'évoque la situation. Lorsque mes mains sont ouvertes, tout à foutus, je m'avance son imagination vers ce tiroir. Mon impression est la même que celle que doit éprouver un commissaire de police lorsqu'il entre dans la chambre d'un procès. Ouvre ses cachettes dans un tiroir trouve un tas de feuillets épars, ayant servi à des essais d'écriture et des dessins. Sur un d'eux, il y a un dessin de feuillage, sur un autre, un paragraphe. Sur un troisième, un livre d'écriture à rebours. Cela lui prouve sans difficulté que la piste est bonne, et sa satisfaction se mêle d'une certaine admiration que tout cela, à ne pas y tromper, implique des diligence. Je pense qu'à sa place, j'aurais moins de parce que je suis moins habitué à dépister les crimes que je ne peux pas d'un signe de policier. Le sentiment de m'être engagé sur un terrain intervenu. Comme il en va généralement, je ne suis à cette occasion-là moins pauvre d'idées que de mots. Une impression renverse, jusqu'à ce que la réflexion se dégage à nouveau. Les complexes et agile dans son mouvement, et l'enjeu de l'étranger inconnu que s'insinue dans son esprit. Plus la réflexion est développée, plus elle est prompte à se désagir. Et comme un agent en place de temps, se familiarise donc avec la vie des types de aisément déconcentré. Or, quoique la mienne, comme je le crois, soit fortement développée, ma première surprise fut énorme. Je me rappelle très bien avoir pâli, avoir été tombé par terre et d'avoir craint. Supposé qu'il soit rentré, mais trouvé évanoui. Tiroir à la main. Ah, une mauvaise conscience peut rendre la vie intéressante. Le titre du livre, en lui, ne frappait pas mon imagination. Je pensais qu'il s'agissait d'un recueil d'extraits, ce qui m'apparaissait tout naturel, et je savais qu'il était toujours appliqué avec zèle avec ses études. Mais le contenu était tout autre. Il s'agissait en fonction d'un journal, ni plus ni moins, tenu avec beaucoup de soin. Et bien que d'après ce que je savais de lui auparavant, les commentaires de sa vie me paraissent tout à fait indiqués, je ne peux pas nier qu'après ce journal, le titre est choisi avec beaucoup de goût et de prétention, témoignant sur lui-même et sur la situation de véritable supériorité esthétique. Ce titre est en partie l'harmonie avec tout le côté. Sa vie a été un essai pour réaliser la tâche de l'écriture. D'une capacité extrêmement développée pour découvrir ce qui est intéressant dans la vie. Il a su le révéler, l'ayant trouvé, il a su reproduire ce qu'il a vécu avec une belle vie poétique. Son journal, par conséquent, un voyage historique, il n'est pas rédigé en mode indicatif, mais en mode subjectif. Bien que les détails, naturellement, aient été notés après avoir été vécu, parfois peut-être, même après assez longtemps, je laisse souvent l'impression que tout se passe au moment où la vie dramatique est tellement intense que parfois, tout se passe de mon côté. Il est extrêmement invraisemblable qu'il ait écrit ce journal dans un groupe particulier. Il saute aux yeux, il semble frustré. Il est donc pour lui d'une importance personnelle. Et ensemble, aussi bien des détails interdits de penser que nous allons devant nous, destinés peut-être même à être plus. Il est vrai qu'il n'aurait rien eu à plaindre de sa personne en publiant, car la plupart des gens sont tellement bizarres que leur réalité n'est pas trouvable. Il n'y a que les prénoms qui sont ceux réels. De sorte, la culture est sur lui-même de reconnaître le vrai personnage, tandis que les tiers devraient être connus, voilà pour la non-famille. C'est tout au moins le cas de la justice. Claude Eliard, que j'ai connu, sur laquelle je porte la principale. Elle s'appelait en vérité Claude Eliard. Tu as des mecs passés comme ça, genre. Mais comment expliquer alors que le journal est une poétique? La réponse n'est pas difficile. C'est parce qu'il avait en propre une nature poétique qui était, si on veut, ni assez riche, ni assez profond pour distinguer entre la poésie et la réalité. La nuance politique est le surtout qui a beaucoup plus apporté de temps. Ce surtout était la poésie qui consistait dans la situation politique de la réalité, et qu'il reconnaît sous forme de réflexion politique.
C'était la seconde jouissance, et toute sa vie avait pour but la jouissance. D'abord, il jouissait personnellement de l'esthétique. Ensuite, il jouissait esthétiquement de sa personnalité. Il jouissait donc égoïstement du même, ce que la réalité donnait aussi bien au second il avait faculté la réalité. Dans le second cas, sa personnalité était moussée. Il jouissait alors de la situation, était lui-même dans la situation. Il avait toujours besoin, dans le premier cas, de la réalité comme occasion. Hé, mais regarde, le cadre, il va, tu vois, il va jusque là. Ah merde, on s'est relevé. Ouais, c'est dans l'intention. Faut qu'on est derrière l'escalier. On est fait genoux en plongeant. Dans les deux cas. Donc on se refera derrière l'escalier. Et après, il faut revenir de l'autre côté. Derrière le monde dans lequel nous vivons, loin à l'arrière-plan, se trouve un autre monde. Le rapport réciproque ressemble à celui qui existe entre les deux scènes que l'on voit au théâtre, l'une derrière l'autre. À travers un mince rideau de gaz, on aperçoit comme un monde plus léger, plus éthéré, d'une autre qualité que celle de la vie réelle. Beaucoup de gens qui se promènent en chair et en os dans le monde réel ne lui appartiennent pas, mais à l'autre. Se perdre ainsi peu à peu, oui, disparaître presque de la réalité, presque peut-être sans morbide. Le cas de cet homme, que j'avais connu l'autre fois sans le connaître, était manqué. Il n'appartenait pas à la réalité, et cependant avait beaucoup à faire avec elle. Il passait toujours au-dessus d'elle, et même lorsqu'il s'abandonnait le plus, il était loin d'elle. Mais ce n'était pas le bien qui l'en détournait, et au fond, le mal non plus. Posséder, enfin, encore, je n'oserais pas le dire, posséder un peu d'exacerbation cérébrique, pour lequel la réalité ne disposait pas de stimulant assez fort, non fugitif, et ne succombait pas sous la réalité. Il n'était pas trop fait pour la supporter, non, c'était trop fort. Et cette force était une maladie, ainsi que la réalité avait perdu son importance comme stimulant, il était désarmé. Et c'est en cela que consistait le mal qui existait en lui. Il était conscient, jusqu'au moment du stimulant, et le mal se trouvait dans cette conscience. J'ai connu la jeune fille dont l'histoire forme la plus grande partie du journal. Je ne sais pas s'il en a écrit l'un ou l'autre, mais d'après ses papiers, c'est vraisemblable. Il paraît avoir été versé en outre dans une autre espèce de pratique qui le caractérise, car elle était trop déterminée, trop intellectuellement, pour être intellectuel en ligne. Le journal montre ainsi, parfois, que c'était quelque chose de tout à fait arbitraire qui désirait un salut par exemple, et ne répondait à aucun prix de recevoir plus de ce que les saluts était que la personne en question possédait de vie. Il a toujours su tenter une jeune fille à l'aide de ses dons spirituels. Il a su la tirer vers lui sans se soucier de la posséder, au sens le plus strict. Le cher savait amener une jeune fille au point culminant. Il était sûr qu'elle s'expliquerait pas. Mais les choses qui avaient poussé jusque-là le rompaient, sans que son couple de côté et moins d'assiduité ait eu lieu, sans un mot d'amour a été prononcé. Rapidement, les déclarations d'amour et de promesses. Et pourtant, une impression a été faite. Et la malheureuse en gardait doublement l'amertume lorsqu'il n'avait rien de quoi s'appuyer. Et parce que les Italiens étaient toujours très différentes de continuer à la baloter dans un territoire de sa part infernale, parce qu'elle faisait reproche elle-même en lui pardonnant tout comme la vie, et qu'alors elle devait toujours se demander si, après tout, elle ne connaissait pas de fiction, puisqu'elle n'était que figurée, elle pouvait parler de réalité au sujet de cela. Elle n'avait personne avec qui elle n'avait rien à confier pour raconter ce qu'on avait vécu. Ce qu'elle avait à raconter, ce n'était pas un rêve, c'était une réalité. Et pourtant, aussitôt qu'elle voulait le rapporter à quelqu'un et soulager son esprit inquiet, elle n'avait rien à dire. Et elle le sentait bien elle-même. Personne, même elle-même, ne pouvait saisir ce dont il s'agissait, et cependant cela pesait sur elle avec un peu inquiétant. Ces victimes-là étaient donc d'une espèce toute particulière. Il ne s'agissait pas de jeunes filles qui, rejetées par la société ou se croyant rejetées, se chagrinaient sainement et fortement, ou parfois, lorsqu'elles prenaient la chose très à cœur, débordaient en haine ou en pardon. Aucun changement visible ne s'était opéré en elles. Leur vie était semblable à celle qu'on voit tous les jours. Elles étaient respectées, comme toujours, et cependant qu'elles avaient changé, presque sans qu'elles puissent se l'expliquer, et sans que les autres puissent s'en rendre compte. Leur vie n'était pas brisée ni rompue, comme la vie de celle-là, elle était repliée au-dedans d'elle-même, perdue pour les autres, et essayait vainement de se trouver elle-même. Comme on peut dire qu'il est impossible de dépister la route du jeune garçon ou du jeune homme, car ses pieds étaient faits de telle façon qu'il gardait l'enfant de ce qu'il faisait. En effet, c'est ainsi que le jeune homme a vu son intellectualisme. Sa vie était trop intellectuelle pour qu'il ne méritait qu'un séducteur ou son soutenir. Mais il revêtait parfois un corps parasitique, statique, et n'était alors que son séducteur. Même son aventure avec Cordelia était tellement embrouillée qu'il était possible de se présenter comme celui qui avait été séduit. Oui, la jeune fille elle-même avait parfois
pouvait parfois être indécise à ce sujet, et là aussi, les traces qu'il avait laissées sont si vagues qu'une forme n'est possible. Les individus n'ont été pour lui que des stimuli. Il les rejetait loin de lui, comme les arbres laissent tomber leurs feuilles. Lui se rajeunissait, le feuillage se fanait. Mais qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Je pense que, comme il a détourné les autres du bon chemin, il finira par se reconnaître lui-même. Il a détourné les autres du bon chemin, non pas sous un rapport extérieur, mais sous un rapport interne de la personne. Il est révoltant qu'un homme dirige sur des sentiers faux, un voyageur ignorant, le chemin à prendre et le laisse ensuite seul dans son erreur. Cependant, il n'est pas plus révoltant encore d'amener à quelqu'un qui paye lui-même. Le voyageur a tout de même la consolation que la vérité présente précisément un nouvel aspect pour lui, et qu'avec tout changement d'aspect, il peut espérer une issue. Celui qui se trouve en lui-même n'a pas un territoire aussi vaste que ce produit. Il sent bientôt qu'il s'agit d'un cycle où il ne peut pas sortir. Je pense que c'est un cycle de choses sans surprise, mais dans une mesure beaucoup plus terrible, je ne peux qu'imaginer. Rien ne peut imaginer le plus pénible qu'un intelligence dont le fil se casse, et qui, alors que tout toute sa sagacité contre lui-même, puisque la conscience se réveille et qu'il s'agit de se démêler toute cette confusion. Il ne lui sert rien d'avoir beaucoup d'issues à sa tanière de renard. Au moment déjà où son âme inquiète transforme la lumière toujours pénétrée dans la tanière, c'est en vérité une nouvelle entrée qui apparaît. Et poursuivi par le désespoir comme un gibier effaré, il cherche toujours une issue, et ne trouve toujours qu'une entrée, par où il rentre en lui-même. Un tel homme n'est pas toujours ce qu'on appellerait un criminel. Il est souvent lui-même né sur ses entrées. Cependant, un châtiment plus terrible que celui du criminel, car même la douleur du repentir, qu'est-elle en comparaison de cette folie consciente? Son châtiment est de caractère purement esthétique, car même dire que la conscience se réveille est une expression trop esthétique pour lui. La conscience se présente pour lui seulement comme une connaissance supérieure prenant la forme d'une inquiétude qui, en un sens profond, ne l'accuse même pas, mais le tient éveillé, et qui ne lui accorde aucun repos dans son agitation stérile. Il n'est pas non plus insensé, car la foule des pensées finies n'est pas non plus précipitée dans l'éternel de la défense. La pauvre Cordélia lui sera plus difficile à elle aussi que le cas. De plus profond de son cœur, elle ne lui pardonne, mais elle ne trouve pas le repos, car le doute se réveille. C'est elle qui a rompu les fiançailles, c'est elle qui a été la cause du mal. C'est sa fierté qui aspirait vers ce qui est peu ordinaire. Elle s'est repentie, mais elle ne trouve pas le repos, car les pensées accusatrices la disculpent. C'est lui qui, par son astuce, avait introduit ce projet dans son âme. Alors, elle est son cœur. Alors elle est. Son cœur se soulage par les malédictions, mais elle ne trouve pas le repos. Elle se fait des reproches parce qu'elle l'a haï. Elle, qui n'est même pas une pécheresse, des reproches parce qu'elle-même restera toujours coupable, malgré toutes les perfidies auxquelles il se livre. Il a agi cruellement envers elle, en la trompant, on serait plus tenté de dire, plus cruellement, encore en réveillant en elle la réflexion versatile, parce qu'il a donné un développement assez esthétique pour qu'elle n'écoute plus humblement d'une seule voix, et qu'elle soit capable d'entendre à la fois de multiples propos. Le souvenir se réveille alors, dans son âme, elle oublie la faute et la culpabilité. Elle se rappelle les beaux moments et les étudie dans une exaltation morbide. À ces moments-là, non seulement elle se rappelle, mais elle le comprend avec une clairvoyance. Combien elle a été fortement développée. Alors elle ne voit pas en lui le criminel, ni l'homme noble. Son impression de lui est purement esthétique. Elle m'a écrit un billet dans lequel elle s'exprimait à son sujet. Parfois, il est tellement intellectuel que je me sentais anéanti comme femme. À d'autres occasions, il était tellement sauvage et passionné, et rempli par tant de désirs qu'il me faisait presque trembler. Parfois, j'étais comme une étrangère pour lui. Parfois, il s'abandonnait entièrement. Si, alors, je jetais mes bras autour de lui, tout pouvait subitement changer, et c'était une nuée que j'embrassais. Je connaissais cette expression avant de le rencontrer, et c'est à lui qu'il m'a appris de la comprendre. Je pense toujours à lui lorsque je m'emploie, de même que je lui dois chacune de mes pensées. J'ai toujours aimé la musique. Il était un instrument incomparable, toujours vibrant, et avec une envergure qu'un instrument ne connaît. Il était la somme de tous les sentiments, de tous les états d'âme. Aucune pensée n'était trop élevée pour lui, ni trop désespérée. Il pouvait mugir comme une tempête d'automne. Il pouvait chuchoter d'une manière imperceptible. Aucune parole de moi ne tombait à terre, et je ne peux cependant pas dire que mes paroles ne me manquaient pas à leur effet, car il m'était impossible de savoir ce qu'il serait. J'écoutais cette musique provoquée par moi-même. C'était avec une angoisse indescriptible mais mystérieuse, bien heureuse et ineffable que j'écoutais cette musique, que je provoquais moi-même, et pourtant je ne me provoquais pas. Mais elle était toujours harmonieuse et il me charmait toujours. C'est horrible pour elle, ça le sera encore plus pour lui. Je l'infère de ce que moi-même, je ne peux à peine éliminer l'angoisse qui me saisit chaque fois que je pense à ces choses. Moi aussi, j'ai été entraîné dans ce monde nébuleux, dans ce monde de rêve, où à chaque instant, on prend peur de sa propre vie. Souvent, j'essaie en vain de m'en arracher,
J'y fais cortège comme un spectre menaçant, comme un accusateur muet. Comme c'est étrange, il a tout enveloppé du plus grand mystère, et pourtant, il y a un mystère plus profond encore. Je suis un confident, et c'est bien de façon illégitime que je le suis devenu. Je ne parviendrai pas à oublier toute cette affaire. Parfois, j'ai pensé à lui en parler, mais à quoi bon? Bien, il désavouerait le tout, il soutiendrait que le journal n'est qu'un essai poétique, ou bien il m'imposerait le silence. Ce qui étant donné la façon dont je suis devenu confident, je ne pourrais pas lui refuser. Hélas, il n'y a rien sur quoi plane autant de séduction et de malédiction que sur ensuite. J'ai reçu de Cordelia un recueil de lettres. Je ne sais pas s'il est complet, mais je crois me rappeler qu'un jour, elle m'a laissé entendre qu'elle en avait elle-même supprimé quelques-unes. J'en ai fait une copie que j'insérais avec les autres copies mises en net. Il est vrai que ces lettres ne sont pas datées, mais même si elles l'avaient été, cela ne m'aurait pas beaucoup aidé, puisque le journal, au fur et à mesure qu'il avance, marchande de plus en plus avec les dates. Oui, sauf en un seul cas, il abandonne toute précision à cette écrit, comme si l'historique, bien que représentant une réalité historique, devenait qualitativement tellement important dans son développement et s'idéalisait tellement que toute chronologie, pour cette raison déjà, était négligeable. Ce qui par contre m'a aidé est qu'en plusieurs endroits du journal, on trouve quelques mots dont je n'apercevais pas l'importance dès l'abord, en les rapprochant des lettres, j'ai cependant compris qu'ils sont leur base. Il me sera facile de les insérer aux bons endroits, puisque j'insérerai toujours une lettre là où sa raison d'être a été ébauchée. Si je ne m'étais pas aperçu de ces indices, je me serais rendu coupable d'un malentendu, car il ne serait pas venu à l'aider qu'à différentes époques, comme maintenant, le journal le reprend. Les lettres sont suivies si vite l'une de l'autre qu'elles semblent en avoir reçu plusieurs le même jour. Si j'avais suivi ma première idée, je les aurais sans doute réparties de façon plus égale, et je n'aurais eu aucune idée de l'effet qu'il a produit grâce à l'énergie passionnée avec laquelle il a fait l'usage de ce moyen afin de maintenir Cordelia sur les sommets de la passion. Outre les renseignements complets sur ses rapports avec Cordelia, le journal contenait quelques descriptions intercalées parmi le reste. Il a partout signalé ces descriptions par un nota bene dans la marge. Elles n'ont aucun rapport avec l'histoire de Cordelia, mais elles m'ont donné une idée vive du sens d'une expression dont il se servait souvent, et qu'auparavant je comprenais autrement. Il faut toujours avoir une ligne prête pour prendre le poisson. Si un volume précédent de ce journal était tombé entre mes mains, j'aurais probablement trouvé plusieurs autres de mes descriptions qu'il appelle ainsi en marge. Actionner son distante, car il dit lui-même que Cordelia occupait trop son esprit pour en avoir le temps nécessaire de son chercher. Peu après avoir abandonné Cordelia, il a reçu des lettres, quelques lettres, qu'il a renvoyées sans les ouvrir. Ces lettres sont trouvées parmi celles que Cordelia m'a dictées. Elle les avait décachetées, et je pense pouvoir m'en permettre d'en prendre copie aussi. Elle ne m'a jamais parlé de leur contenu, mais en faisant allusion à ses rapports avec Johannes, elle avait l'ambition de citer quelques vers de Goethe, autant que je sache, qui, par rapport à la diversité de ces effets d'âme, différents qu'il conditionnait, semblait signifier plusieurs choses. Goethe, Verschamae, Litreue, Direue, comme en allemand dans le texte, va, dédaigne la fierté, la fidélité, le regret viendra ensuite. Voici les titres. Johannes, je ne t'appelle pas mon Johannes, car je sais bien que tu ne l'avais jamais été. J'ai été assez durement puni pour m'avoir laissé mon âme se délecter de cette idée. Pourtant, je t'appelle bien, mon séducteur, mon trompeur, mon ennemi, mon assassin, l'auteur de mon malheur, le tombeau de ma joie, l'abîme de mon infortune. Je t'appelle bien et je m'appelle Tienne. Et de même qu'autrefois cela te flattait les oreilles, toi qui t'inclinas pour m'adorer, à présent, cela doit donner comme une malédiction. Une malédiction pour l'éternité. Ne te réjouis pas en pensant que j'ai l'intention de te poursuivre ou de m'armer. Un poignard pour exciter tes motifs. Pour que tu fuis, je suis pourtant tienne. Va jusqu'au bout du monde, je resterai pourtant tienne. Donne ton amour à des centaines d'autres, je serai pourtant tienne. À l'heure de ta mort, je serai tienne. Le langage même dont je me sers envers toi doit te prouver que je suis tienne. Tu as eu l'audace de tromper un être de telle façon que tu es devenu tout pour cette tête, pour moi, et que j'aurai effectivement le plaisir à devenir ton esclave. Je suis à toi, je suis tienne, ta malédiction. D'accord. Johannes, il y avait un homme riche qui possédait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Il y avait une pauvre petite fille qui ne possédait qu'une seule brebis mangeant son pain et buvant de sa coupe. Tu étais l'homme riche, riche de toutes les splendeurs de la terre. J'étais la pauvre fille qui ne possédait que mon âme. Tu l'as pris et tu t'en es réjoui. Puis le désir te fixit et tu sacrifiais le peu que tu possédais. De tes propres richesses, tu ne pus rien sacrifier. Il y avait un homme riche qui avait des bêtes en très grand nombre, des grosses et des petites. Il avait une autre petite fille qui ne possédait que son âme. D'accord, déjà. Johannes, n'a-t-il donc aucun espoir? Ton amour ne se réveillera-t-il jamais à nouveau? Car je sais que tu m'as aimé, bien que je ne sache pas ce qui m'en donne l'assurance. J'attendrai, même si le temps paraît long, j'attendrai jusqu'à ce que tu en aies assez de l'amour des autres. Alors ton amour pour moi ressortira du pays. Alors je t'aimerai comme autrefois. Oh,
Johannes, comme autrefois, Johannes, la froideur insensible envers moi représente-t-elle ta véritable nature, ton amour, les richesses de ton cœur? N'était-il que mensonge, que fiction? Es-tu revenu toi-même? Aie patience, avec mon amour, pardonne-moi de t'aimer toujours. Je le sais, mon amour est un fardeau pour toi. Tu le tourneras, tu te retourneras près de ta Cordélia. Ta Cordélia, écoute ce mot suppliant. Ta Cordélia, ta Cordélia. Ta Cordélia. Même si Cordélia n'a pas été à la taille de ce qui chez elle provoque l'admiration pour son royaume, il ressort cependant clairement de tout ce qu'elle n'a pas été dépourvue de modulation. Son état d'âme ne manifeste clairement aucune intensité de ses lettres, bien qu'elle ait manqué de certaines clartés dans l'expression. Surtout pour le cas dans le cas pour la seconde lettre, on devine, plutôt qu'on ne comprend, penser, et pour moi, c'est la réflexion à la rente, excusez-moi. 4 avril. Prudence, ma belle inconnue, prudence. Descendre de carrosse n'est pas chose aisée. Parfois, cela équivaut à un pas décisif. Je pourrais vous prêter une nouvelle de Tieck. Vous verriez qu'une femme, en descendant de cheval, se compromis à un tel degré de ce qu'elle que ce pas décida du reste de sa vie. Ainsi, les marchepieds des carrosses sont aussi généralement si maladroitement fait qu'on est presque forcé de renoncer à toute grâce et au désespoir de risquer aussi qui vous fait tomber dans les bras de coucher ou d'un valet. Oui, ces gens sont enviables. Je crois vraiment que je vais essayer de trouver un engagement comme valet. Dans une maison où il y a des jeunes filles, un valet devient aisément confident des secrets d'une petite damoiselle. Mais je vous en prie, pour l'amour de Dieu, ne sautez pas. Oui, il fait sombre, je ne vous dérangerai pas. Je ne me mettrai que sous ce réverbère. Il me sera impossible de me voir, n'est-ce pas? On n'est jamais timide que dans la mesure où on est vu. Mais on est toujours vu que dans la mesure où on voit. Donc, par sollicitude pour le valet, qui ne peut-être ne serait pas capable de résister à un tel saut, par sollicitude pour sa robe de soie, item par sollicitude pour les femmes par sollicitude pour moi, permettez à ce pied milieu, dont j'ai déjà admiré les faiblesses adaptées, courir le risque d'une fille à lui, il saura bien prendre pied. Si vous prémissiez un instant, en pensant qu'il ne réussirait pas à trouver sur quoi se poser, si vous prémissiez encore après l'avoir trouvé, alors avancez vite au côté. Car qui serait assez cruel pour vous laisser planer? Qui serait assez disgracieux, assez lambin pour ne pas se hâter devant la domination du lieu? Vous craignez-vous peut-être quelques tierces personnes? Le valet sûrement pas, ni plus ni moins, car j'ai bien déjà vu le petit pied, et comme je suis naturaliste, j'ai appris par Cuvier à en tirer les conclusions les plus sûres. Dépêchez-vous donc. Ah, comme cette angoisse s'ajoute à votre beauté. Mais l'angoisse en soi n'est pas belle. Elle n'est qu'un instant où l'on s'aperçoit de l'énergie qu'on a sur mon cou. Parfait. Comme ce petit pied maintenant c'est bien implanté. J'ai remarqué que les jeunes filles qui ont de petits pieds savent généralement mieux tenir ferme, comme celles qui ont des pieds plutôt gros de pieds doux. Qui y songerait? C'est contre toute expérience. En sortant de la voiture, il y a bien plus de chances pour que la robe s'accroche que lorsqu'on descend tranquillement. Mais aussi, il est toujours un peu grave pour les jeunes filles de se promener en carrosse. Elles finiront par y rester. Les dentelles et les franges sont perdues. Et voilà tout. Personne n'a rien vu. Seul ce monstre, le profil sombre d'un homme, recouvert d'un manteau jusqu'au-dessus. On ne peut pas voir d'où il vient. Car la lumière du réverbère vous éblouit les yeux. Il vous dépasse au moment où vous apprêtez à entrer par la porte de la maison. Juste à l'instant décisif, un regard oblique se jette sur un objet. Vous rougissez, votre poitrine s'enfle pour sa vision d'un sourd. Dans votre regard, il y a de l'irritation, un trait mépris, aux yeux, et une larme, suppliant. Là, mes prières sont également belles. Je les accepte avec un droit égal, car je peux me représenter n'importe quoi. Toutefois, je suis méchant. Quel peut bien être le bureau de la maison? Qu'est-ce que je vois? Un étalage de vin de tri? Ma belle inconnue. C'est peut-être révoltant de ma part, mais je voudrais vraiment éclairer. Elle a oublié de passer, hélas, oui. Lorsqu'elle a 17 ans, lorsqu'à cet âge heureux, on sort pour faire des emplettes. Lorsqu'on attache un plaisir indicible à chacun des objets, grands ou petits, qui vous tombent sous la main, on a vu facile. Elle ne m'a pas encore vu. Je me trouve à le bout du couloir, très loin, à l'écart. Un miroir est suspendu sur le mur opposé. Elle n'y pense pas, mais le miroir est fixe. Avec quelle fidélité n'a-t-il pas pu saisir son image? Il est comme un humble esclave de son attachement par la fidélité. Un esclave pour lequel elle a de l'importance, mais qui n'a aucune importance pour elle, qui ose bien la comprendre, mais non pas la prendre. Ce malheureux miroir qui sait bien saisir son image, mais non sait la saisir. Ce malheureux miroir qui ne peut pas garder son image dans le secret de ses cachettes, en la dérobant à la vue du monde, mais qui ne sait que la révéler à d'autres, comme maintenant. Quel supplice pour un homme. Vas-y Juliette, on a bien compris que tu voulais te faire une vidéo, tu voulais te Sauf au moment où il le montre aux autres, qui ne saisissent que l'apparence des choses.
Non pas la souffrance, regarde tout au moment où celle-ci désire se montrer exactement ce miroir, regarder son image, si par un seul souffle, elle désirait lui ouvrir son cœur. Si un homme est incapable de garder dans son souvenir une image de la beauté, pas même à l'instant de sa présence, il devrait désirer en être et jamais trop proche pour voir la beauté de ce qui sert dans ses bras. Et qui ne voit plus, et qui pourrait revoir ses moyens, et qui au moment où il ne peut pas voir le fait, parce que au moment où il est sur sera tout de même visible pour les yeux de son âme. Ah, comme elle est belle, notre miroir, elle suffit. Et quelle chance aussi pour ne pas connaître la jalousie. Sa tête parfaitement ovale, simplifiée, en avant, ce qui rehausse le front. Celui-ci se dresse pur et fier, sans refléter d'aucune manière ses facultés intellectuelles. Ses cheveux foncés cernent tendrement et doucement le front. Son visage est comme un fruit, partout arrondi et remonté. Sa peau est transparente, et mes yeux me disent qu'au toucher, elle doit être comme du velours. Ses yeux, oui, je ne les ai pas encore vus. Ils sont cachés derrière des paupières armées, franches, soyeuses et crochues. Heureuse pour ceux qui cherchent du regard. Sa tête est comme celle d'une madone, imprégnée de pureté et d'innocence. Elle s'incline comme la madone, mais sans perdre de la contemplation unique. Et il y a de la mobilité dans l'expression de son visage. Ce qu'elle contemple est la variété, les multiples choses sur lesquelles les somptuosités splendides de la terre jettent un regard. Elle ôte un gant pour monter au relevé. Pour me voir, et à moi, une main droite blanche, comme une antique qui ne porte aucun ornement, et même une bague d'or plate à la lumière. Bravo! Elle lève les yeux et change. Tout entier est en l'air, le front un peu moins haut, le visage est un peu moins régulièrement ovale, mais plus vivant. Elle parle avec le vendeur, elle est gaie, heureuse et loquace. Elle a déjà choisi trois objets. Elle en prend un quatrième, le tient dans sa main. Ses yeux le baissent à nouveau. Elle leur demande le prix, elle le met à côté, sous le gant. Il s'agit sûrement d'un secret à destination d'un fiancé. Mais elle n'est pas fiancée, je le sais, hélas. Il y en a beaucoup qui ne sont pas fiancés, qui pourtant ont un flirt. Beaucoup qui sont fiancés, qui pourtant ne connaissent pas l'amour. Faudrait-il que j'abandonne? Faudrait-il que je la laisse en paix dans sa joie? Elle s'apprête à payer, mais elle a perdu son porte-monnaie. Elle donne probablement son adresse, ce que je ne veux pas entendre. Je ne peux pas me priver de la surprise. Je pense bien la rencontrer à nouveau dans ma vie, et je ne la reconnaîtrai bien. Elle me reconnaîtra peut-être moi aussi. On ne vit pas si vite, mon cœur au pied. Alors, lorsque par surprise je pourrais rencontrer, là où je ne m'y attendrai pas, son qui viendra. Si elle ne me reconnaît pas, si je regarde pas tout de suite, j'aurais bien et je me promets qu'elle se gérera la situation. Pas d'impatience, pas d'habilité. Il faut jouir à mon trait. Elle est prédestinée et sera bien rattrapée. Voilà qui me plaît. Toute seule le soir à Ostergard, voilà, je vois bien le palais qui vous suit. Et soyez persuadés que je ne vous juge pas assez mal. Vous pensez que tout vous promène seul. Croyez-moi, mon expérience ne pourrait pas manquer. Dès le premier coup d'œil dans la situation, de l'entrée secteur, il a fait le défi. elle est tout de même un peu anxieuse. On sent un certain battement de cœur qui ne vient pas d'un désir impatient de rentrer, mais d'une crainte impatiente qui pénètre tout le corps, avec cette douce inquiétude et qui provoque le réflexe accéléré des pieds. Mais comme c'est délicieux, impayable de se promener ainsi toute seule avec le valet derrière nous. On a 16 ans. On a beaucoup lu de romans et entendu. Et en traversant à tout hasard la chambre des frères, on a pu surprendre une conversation entre eux et leurs amis. Un mot au sujet de Ostergard. Ainsi, on a tournaillé plusieurs fois. Parmi eux, afin, si possible, de mieux se renseigner. Mais enfin, on va. Il faut tout de même, comme ici, à une jeune fille déjà grande qui connaisse un peu de monde. Ainsi, d'emblée, on pouvait sortir, suivi du valet. Merci, il y a père pas, il y a maman. Regarde la tête qu'il ferait. Et quelle excuse donner? S'il s'agit d'une réception d'occasion, l'occasion n'est pas bonne. Elle a un lieu un peu trop tôt, car j'entendais Auguste parler de 7 heures, de 9 heures, 10 heures. En rentrant, c'est trop tard. Et le plus souvent, on aura alors un cigisbé sur le dos. Jeudi soir, en rentrant du théâtre, ce sera au fond une excellente occasion. Seulement, il faut alors toujours aller en voiture, ayant pacté aussi Madame Thompson et ses aimables cousines. Si encore elle était seule, on pourrait ouvrir la fenêtre et regarder un peu par là. Cependant, Unver Ost kommt oft. Je traduis en allemand dans le texte, l'imprévu arrive souvent. Maman me disait aujourd'hui, je crains que tu n'aies pas fini ce que tu brodes pour l'anniversaire de ton papa. Et pour être tout à fait tranquille, va chez ta tante Jette et reste aussi jusqu'à l'heure du thé. Jens viendra alors te chercher. Au fond, ce n'est pas du tout une idée très agréable, car chez tante Jette, on s'ennuie énormément. Et je dois rentrer seul à 9h avec le valet. Et lorsque Jens me viendra, il pourra bien attendre jusqu'à 10h, moins le quart. Et alors, en route, oh, si je pouvais rencontrer monsieur, mon frère, ou monsieur Auguste,
Donc tout de même, ce ne serait peut-être pas désirable, car je serais probablement accompagné jusqu'à la maison. Merci, la liberté avant tout. Mais si je pouvais les apercevoir sans être vu moi-même, eh bien, ma petite demoiselle, que feriez-vous alors? Et que pensez-vous que je vois, moi? D'abord, la petite Mutz, qui vous va à merveille. Mutz, en allemand, signifie Kaplan. Qui vous va à merveille et qui est tout à fait en harmonie avec les explications de votre famille. Ce n'est pas un chapeau, ni un bonnet, plutôt une espèce de Kaplan. Mais, sûrement, ce n'est pas ce que vous portiez ce matin en sortant. Est-ce que le valet vous l'a apporté? L'auriez-vous emprunté à Tanger? Vous êtes peut-être incognito. Il ne faut pas non plus laisser la voilette couvrir toute la figure lorsqu'il y a des observations à faire. Peut-être ne s'agit pas d'une voilette, mais seulement d'une large dentelle. Les ténèbres ne se permettent pas d'être fixées là-dessus. Mais quoi que ce soit, cela cache la partie supérieure de la figure. Le menton est assez beau, un peu trop pointu, la bouche est petite et elle s'ouvre. Cela vient. Elle s'ouvre. Trop pressée. Les dents blanches comme la neige, c'est très bien comme ça. Les dents ont une importance capitale. Elles sont un garde du corps qui se cache derrière la douceur séduisante des lèvres, les joues flamboient de santé. Si on poche un peu la tête, de côté, il serait bien possible de s'insinuer sous cette voilette, encore cette entrée. Prends garde, un tel regard d'en bas est plus dangereux qu'un regard guéradé à hausse. 40 minutes, frère. C'est comme à l'escrime, et quelle arme est aussi tranchante, aussi pénétrante dans son mouvement, aussi luisante, et grâce à cela aussi décevante qu'un regard. On marque une carte haute, comme dit l'escrimeur. On se fend en seconde, plus l'attaque est prompte à venir, mieux ça vaut. Cet instant est indescriptible. L'adversaire ne se rend compte plus. Il est touché. Oui, c'est ainsi. Mais touché à un tout autre endroit qu'il croyait. Vaillamment, elle avance, sans peur et sans reproche. Prenez garde là-bas, quelqu'un vient. Laissez la voilette, ne permettez pas à son regard profane de vous suivre. Vous n'en avez aucune idée cependant. Pendant longtemps, il vous serait impossible d'oublier l'angoisse abominable avec laquelle cela vous attendrait. Vous ne le remarquez pas, mais moi je vois qu'il a embrassé la situation. Le valet a été choisi pour premier objet. Mais vous voyez les conséquences de ce que vous prenez seul avec le valet. Il est tombé. C'est au fond ridicule, mais qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Retourner pour l'aider à se remettre sur pied? Cela n'est pas possible. Se promener seul est grave. Prenez garde, le monstre s'approche. Vous ne répondez donc pas. Mais regardez-moi donc. Est-ce que ma vue ne vous donne quelque chose à craindre? Je ne fais aucune impression. Vous semblez être un homme bénin dans un autre monde. Rien de mes paroles qui vous dérange. Rien qui vous rappelle la situation. Aucun mouvement ne porte atteinte au moindre degré. Vous êtes encore un peu effrayé. Vous n'avez pas encore oublié l'élan de cette figure. Humanisch signifie en allemand dans le texte inquiétante. Vous prendrez un peu en affection. Ma timidité qui m'interdit de vous regarder vous donne la supériorité. Cela vous réjouit et cela vous rassure. Vous seriez presque tenté de vous payer ma tête. Je parie qu'à ce moment-ci, vous auriez le courage de vous prendre sous le bras si l'idée vous habitez donc à Stromgard. Vous me saluez froidement et rapidement. Est-ce que j'ai mérité, moi, qui vous ai aidé à vous tirer de tout cet embarras? Vous le regrettez donc? Vous remerciez de ma courtoisie et vous me tendez la main. Pourquoi pas lire? Ma voix n'est-elle pas toujours la mienne et mon attitude aussi? Mon regard n'est-il pas toujours aussi calme et tranquille? Cette poignée de main, une poignée de main peut-elle donc signifier quelque chose? Oui, beaucoup, ma petite demoiselle, beaucoup. Avant 15 jours, je vous expliquerai tout. Jusque-là, vous resterez dans la contradiction. Je suis un homme bénin qui, comme un chevalier, vient en aide à une jeune fille. Et je peux aussi vous serrer la main, un homme rien moins que le 7 avril. À lundi donc, à 1h de l'exposition. Très bien, j'aurai l'honneur de m'y trouver à 1h. Un petit rendez-vous. Samedi, je pris donc mon parti et je décidai à rendre visite à mon ami Adolphe Beau. Presque toujours en voyage. À cette fin, je me rends vers 7h de l'après-midi à Vestgard. Selon ce qu'on m'avait dit, il devait aller. Mais il était introuvable. Au 3e étage, ainsi que je parvins tout essoufflé, sur le point de descendre dans l'escalier, mes oreilles sont touchées par une femme mélodieuse de femme qui était presque au moment, à 1h de l'exposition. À cette heure-là, les autres sont sortis. Mais tu sais que je n'ose jamais encore à la maison. L'invitation n'était pas mon adresse, mais l'adresse d'un homme, à la sortie de la porte. Si vite, mes yeux, mes jambes, comment on pouvait le rejoindre. Ah, pourquoi n'a-t-on pas de gaz dans les escaliers? Autrement, j'aurais donc pu voir s'il valait la peine d'être ponctuel. Et peut-être n'aurais-je rien entendu s'il avait eu du gaz. Ce qui existe a toujours s'améliorer. Je suis et je reste optimiste. Mais laquelle est-ce? L'exposition couche de jeunes filles, pour parler comme Donna Anna. Il est exactement 1h moins le quart, ma belle inconnue.
égard aussi ponctuellement. Préfériez-vous peut-être qu'il n'arrive jamais un quart d'heure en avance? Comme vous voulez, je suis à tous égards à votre service. Enchanteresse ravissante, fée ou sorcière, fais disparaître ton brouillard. Manifeste-toi, tu es sans doute déjà là, bien qu'invisible pour moi. Révèle-toi, car vraiment, je n'ose peut-être pas m'attendre à une manifestation. Et il aurait dit plusieurs disciples pour le même motif qu'elle? Bien possible. Il sait pénétrer les voies de l'homme, même lorsqu'il y a une exposition. Voilà une jeune fille dans la première salle, elle se précipite plus vite que la position soit et le préposé en bouche d'arrêt. Oh mon Dieu, qu'elle est précise, ça va être très bien. Pourquoi c'est à l'heure à je n'ai pas encore une heure et rappelez-vous, vous devez rencontrer le bien-aimé. La manière de se présenter en cette occasion, c'est absolument sans importance, en ce sens qu'on dit qu'il est par exemple. Quand c'est un sang jeune et innocent, il y a un rendez-vous. C'est à terre, forcément. Et là, complètement désolé. Au contraire, je vois qu'il est fortement installé dans mon fauteuil et j'essaie devant les yeux. La vue charmante. Le mec est très gagné. C'est pas bon pour une jeune fille de laisser voir ainsi ses sentiments. Enfin, s'entend, l'entrevue avec ce jeune homme est bien innocente. Les amoureux considèrent d'ordinaire un rendez-vous comme l'instant le plus beau. Je me rappelle moi-même, aujourd'hui, comme s'il a été la première fois que je volais le mandat convenu, avec le cœur plein de joie. Et je vois un gros qui m'attendait. Je me rappelle la première fois que je frappais les portes. La première fois, une fenêtre s'ouvrit. La première fois, le porte du jardin fut ouvert dans la main invisible d'une jeune fille qui se cachait au dessous. La première fois, dans la nuit claire des prés, se cachait une jeune fille. Pourtant, une petite illusion se mêle à cette petite. La tierce personne qui est calme ne trouve pas toujours que les amoureux soient les plus beaux que ces instants. J'ai été le témoin de plusieurs rendez-vous. Dire que la jeune fille fut charmante et le jeune homme beau, l'impression d'ensemble était presque heureuse. Et le rendez-vous lui-même était loin d'être beau. Bien que les amoureux aient sans doute pensé pour le faire, on gagne en un sens par expérience. Car il est bien vrai qu'on perd la douce vous donne le désir patient. Je regarde cette attitude et pleure en un instant tellement. Je suis vexé parfois de voir un homme en pareille circonstance tellement troublé que par pur amour il est pris de délirium tremens. Agent de village complète de bois. Au lieu d'avoir assez de pondération pour jouir de l'inquiétude de la belle, pour laisser cette inquiétude s'envahir sa beauté et la chauffer, il ne produit qu'une conclusion disgracieuse, mais rentre néanmoins heureux chez lui, en s'imaginant qu'il a vécu quelque chose de merveilleux. Mais que diable est donné à cet homme? Il est bientôt 2 heures déjà. Mais quel genre magnifique est cet amoureux? Un tel doigt qui laisse une jeune fille nous attendre en disant merci, c'est pourtant un homme de notre monde. Le mieux sera sans doute de l'appeler lorsque, par présent pour la 7e fois, il passe par nous. Excusez mon audace, mademoiselle. Pour chercher son prix, venons ici, vous m'avez plusieurs fois dépassé rapidement. En vous suivant des mes yeux, j'ai remarqué que vous êtes toujours arrêté dans la grande de la salle. Vous ne savez peut-être pas, derrière elle, il y a encore une salle, peut-être que vous voyez ce que vous cherchez. Elle me fait une révérence, c'est bien. L'occasion est pour moi, je ne viens pas. Je suis toujours dur, moi. Lorsque j'ai pu laisser ces émotions, j'ai devant risqué bien des choses que vraiment ne réussirais pas. Je fais la révérence avec toute politesse qu'un étranger peut y mettre. Je suis à nouveau installé dans mon fauteuil. Je regarde aussi la grève dans le ciel de mes yeux. La suite aussitôt sur la plus risquée. Cela pourrait paraître indiscret, elle serait immédiatement sur le carreau. Maintenant, je pense que c'était pas trop passion que je l'ai abordé. Je suis de ces bonnes âmes. Je n'ai pas été dans la dernière salle et je le sais bien. La solitude aura une bonne influence sur elle. Tant qu'elle voit beaucoup de monde autour d'elle, elle t'inquiète, elle se calme. Parfaitement juste à dire. Et viendrait en passant. Elle réplique encore et revient. Oui, elle me doit plus que ça. C'est assez rigolo. Elle a l'air si ironique. Elle a tout au monde. Elle aime des larmes. C'est la manière de provoquer des larmes chez vous. Mais sur les trucs qui tu te raccroches à tout le monde. Elle est belle, c'est des femmes qui doivent se terminer. Sa nature est belle et harmonieuse dans la douleur. Elle est bonne, elle est là, le mariage qui se passe. Ce n'était pas elle qui devait partir en voyage. Elle l'a revêtue afin de la charge de la joie. Dans le tout ça place, elle est sûre. Si je la joie, elle a l'air de se dire adieu, je suis bien aimé, qu'il en aille. La situation est favorable, parce que ce qui importe maintenant, c'est que je me retrouve à avoir l'air de penser et de chercher ce plaisir pour les amis. En s'y mettant à ce que je vais
faut bien que je reste en touche, que je me trouve la place de vaccination. Lorsqu'elle s'apercevra, elle sera amenée à s'occuper de moi. Parce que je pensais. Ah, ça va, il est à quasiment 40. Tandis que c'est tout à fait autre chose qu'elle cherchait. Ce sourire tout à fait tellement fidèle. Merci. Ce sourire a beaucoup de valeur que tout le monde. Un commencement est commencé et tout est fait ici. Maintenant, nous connaissons. J'aurais toujours emparé par la même contradiction. Je sais que je l'ai, je sais aussi que je l'ai dit. Mais de cette manière qui me reste pour votre vie, si mon bien-être demande cette image qui est ordinateur, je vais mettre en marche des enfants dans la famille. Alors, après avoir fait c'est comme si un petit ciment pouvait venir si c'est le mal. Pourtant, je ne suis pas fait pour l'enfant de bonheur. Je ne sais pas, je elle est comme les gens. Une expression bizarre. Pourtant, on est même faisant des agréments. Parce que je ne peux pas que ce soit comme ça. Les considérations qu'on va prendre la même chose. Je cherche pas. Les rapports avec les qui sont intéressants. Maintenant, oui.